Ok, je pense qu'on est parti. Sarah, vous pouvez me confirmer Dans quelques secondes, on y est. dans quelques secondes. Voilà, on y est. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux porteurs de projets. Bonsoir au bourgmestre qui est avec nous et aux agents qui nous accompagnent, donc Sarah Twill et Cécile Anquet. Et je ne sais pas si mes collègues Maëlle de Breuer et Thibaut Wengart nous ont rejoints. Mais si ce n'est pas le cas, oui, je pense que Thibaut Wengart vient un petit peu plus tard. Mais donc, merci à tous d'être là et puis bien sûr aux citoyens qui sont présents pour ce forum des projets, un moment important dans le cadre du processus mis en place pour ce premier budget participatif de la commune d'Uccle. Ce forum des projets il était prévu de l'organiser en présentiel, comme on dit désormais, à la maison communale, mais en raison de la situation sanitaire, voilà, nous avons opté pour un forum des projets virtuel. Avant de dire quelques mots supplémentaires par rapport à ce projet, je vais laisser la parole au bourgmestre pour introduire cette séance d'information. Voilà, il a beaucoup à faire, donc il ne pourra pas rester tout le temps avec nous. Mais voilà, je lui laisse la parole pour commencer. Merci Perrine. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue et merci d'être là pour cette première qui est importante parce que c'est beaucoup plus qu'un symbole dans la mesure où, comme vous le savez probablement, la participation citoyenne est vraiment ancrée dans la ligne de conduite du collège et de la majorité à Uccle parce que elle est cohérente dans la mesure où on sait que les Uclois sont très connaisseurs et très attachés à leur quartier, parce que Uccle, c'est une très grande commune, c'est la deuxième la plus étendue de la région bruxelloise, et c'est une commune de quartier. Et donc, je me réjouis que ici, on soit vraiment dans le concret de la participation citoyenne. Et je félicite et je remercie vraiment Perrine Ledan et notamment Sarah Twill avec Cécile Anquet et toute l'équipe qui vraiment fait en sorte que la participation citoyenne ne soit pas juste une ligne dans un projet de majorité ou juste un mot, puisque grâce à ce projet, eh bien, c'est vraiment vous qui allez vous approprier concrètement, à l'aide d'un budget, qui allez vous approprier des idées par rapport au quartier que vous connaissez bien ou par rapport justement à des besoins, des envies. Alors, il y a beaucoup de projets intéressants, bien entendu, tous ne peuvent pas être retenus dans un premier temps, mais en tous les cas, c'est un démarrage très, très concret. Et ce soir, ça permettra d'échanger. Moi, je vous avouerai que j'ai l'une ou l'autre préférence, d'ailleurs personnelle, par rapport à différents projets, mais je me garderai bien de les évoquer parce que ce ne serait pas correct. Mais en tous les cas, ça m'a fait plaisir de voir la confirmation de la créativité des Uclois et aussi de l'amour qu'ils ont pour leur quartier et leur commune. Donc, bravo à tous et merci. Et puis surtout, bon travail. Merci, Perrine. Merci beaucoup, Boris. Donc, ce soir, nous allons donner la parole à 15 porteurs de projets. Donc, nous avons eu la chance d'avoir une trentaine de propositions qui nous ont été soumises pour d'abord une première étude de faisabilité par les services concernés. Donc, faisabilité technique, financière, juridique, puisqu'il s'agissait dans un premier temps de vérifier qu'il s'agissait bien de projets qui concernent des compétences communales et qu'ils sont faisables parce que tout simplement, c'est par exemple sur un terrain qui appartient bien à la commune ou que c'est faisable parce que ça ne dépasse pas l'enveloppe qui est dédiée cette année pour cette première édition au budget participatif et qui est de 50 000 euros. Donc voilà, différents critères ont donc été pris en compte et les services, et je les remercie beaucoup d'ailleurs, ont fait l'analyse technique de tous ces projets dans un temps record, puisque nous avons fait le choix d'allonger la durée de soumission des projets en raison de la situation, et que du coup, ça a laissé un petit peu moins de temps au service pour analyser toutes vos propositions. Donc, 15 projets ont été retenus. Il y a 2 projets qui ont fusionné, voilà, c'est un projet qui va donc vous être présenté par 2 personnes tout à l'heure, puisque c'est une fusion.
15 projets qui effectivement, comme l'a dit Boris, le bourgmestre, donc, nous montrent la diversité des quartiers et des propositions qui émanent de la part des citoyens. Donc, ce soir, chacun va avoir quelques minutes pour présenter les projets avec, parfois, vous verrez quelques illustrations. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette première édition. Le budget participatif, comme ça a été dit, c'est vraiment un levier très important de la démocratie locale qui a été mis en place dans de nombreuses villes. On peut être heureux et fier que voilà, ça se soit concrétisé dans notre commune. C'est un moment important, effectivement, d'appropriation de décisions budgétaires et on parle aujourd'hui idéation, donc création d'idées, de projets de manière collective. Voilà, puisque vous faites des propositions et puis les citoyens vont choisir parmi ces 15 projets. Alors, sans plus tarder, je propose de laisser la parole donc au représentant de la proposition Andrimont, Avenue verte et apaisée. Donc, nous allons donner la parole au porteur de projet d'ordre alphabétique du nom des projets. Donc, Monsieur Slegers, je vous en prie, vous avez la parole. Je vous remercie et avant tout, effectivement, je vous remercie au niveau de, enfin, je remercie la commune de cette initiative parce que c'est très agréable de pouvoir se dire, bah, tiens, voilà, je n'habite pas seulement une commune, je participe plus qu'une fois tous les 6 ans en déposant mon bulletin dans l'urne à la manière dont elle va évoluer, dont elle va grandir. Alors, le projet qu'on a est un projet qui s'étale géographiquement dans ses aménagements sur une avenue relativement courte qui est l'avenue d'Andrimont. Mais le projet, même s'il est localisé géographiquement là par ses aménagements, et ces aménagements, c'est quoi? C'est l'installation de bacs à plantes, pour mettre de la verdure, pour couper la ligne droite. Parce que ceux qui connaissent la rue savent que ben voilà, c'est un cul-de-sac, ce qui en soi est un espace qui peut est propice au ralentissement, mais c'est un cul-de-sac qui donne sur un autre cul-de-sac qui est le Valendoin et qui fait que lorsque on se promène dans le quartier en voiture et qu'on se sent bloqué, on peut avoir la tentation de voir cette rue, de la prendre en se disant ça a l'air d'aller, de rouler relativement vite et puis de se retrouver au bout, faire demi-tour et rouler de nouveau vite parce qu'on a perdu du temps pour en sortir. Mais cette rue, elle est située entre deux quartiers. Elle est située entre le quartier, enfin entre 3 quartiers. Elle est située entre le quartier du Fort-Jacot, le quartier Saint-Job et le quartier du bas de l'avenue Dolé. Et ces 3 quartiers, ben, finalement, se rejoignent plus ou moins là. C'est à côté de la ferme Fonroy. Et donc, on a un endroit qui est un endroit par lequel on peut passer, notamment parce que c'est une voie cyclable et que c'est une des voies pour rejoindre ces 3 quartiers, et où finalement ben, le déplacement à vélo ou le déplacement à pied, parce qu'on a énormément de déplacements à pied dans le quartier, notamment grâce à la ferme, eh bien, ce déplacement est rendu inconfortable par précisément le fait qu'on a une avenue qui est toute droite. Et l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, ben, en faisant un aménagement de cette avenue-là, on pourrait apaiser au niveau circulation, en réalité, plus que la rue elle-même. On peut apaiser l'entièreté du quartier parce que on rend le déplacement à vélo qui est croissant et le déplacement piéton qui est croissant également plus sûr, plus apaisant. Et puis, aussi en évitant que l'automobiliste qui, lui, parfois essaye de gagner du temps et peut être frustré, bien, qui se passe par là se dit « Ah non, ça ne passe pas, fait demi-tour » et retourne sur les chemins accessibles en étant tendu d'avoir fait en plus un détour inutile, n'ait plus envie de faire ce détour inutile. Et donc, on se dit vraiment que c'est un aménagement qui peut avoir pour effet de pacifier au niveau de la circulation tout le quartier. Merci beaucoup. Et donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans le cadre du Facebook Live, donc les
personnes qui nous suivent peuvent transmettre des questions qui sont relayées par Sarah et que l'on peut transmettre donc aux porteurs de projet. Donc ici, Sarah, je ne vois pas Oui, de pour questions. pour l'instant, pas de questions, mais dès que il y aura des commentaires sur la page Facebook, je remonterai les commentaires directement dans le chat et j'interviendrai si besoin. Ok, merci beaucoup. Bienvenue à Maëlle de Brouwer, donc l'échine notamment des services verts, des espaces verts qui nous a rejoints. Et donc, merci beaucoup pour votre présentation. Voilà, les porteurs de projets ne posent pas de questions aux autres porteurs de projets. Donc, je pense que votre description a été claire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui contextualisent bien géographiquement votre demande. Je propose de passer au projet suivant qui est Arte 1180 et qui est présenté par Erika Ayot. Bonjour. Bonjour, merci d'être là pour cette première finalement pour la commune et qui est une très très chouette initiative. Voilà, moi je suis coportrice avec d'autres artistes de la commune, dont Paolo Pascal, Emmanuel Toussaint, Dominique. Et l'idée en fait principale, c'est en fait d'amener l'art contemporain vers les citoyens et pas nécessairement l'inverse comme ça peut se faire habituellement. Et je dois dire qu'en ce moment, évidemment, on est un petit peu frustré par rapport à ça, mais voilà. Et donc au départ, il y avait eu une proposition de faire des cubes en verre dans lesquels on aurait pu présenter des œuvres, mais ça n'est pas possible maintenant, mais qui sait plus tard. Voilà. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de présenter des reproductions sur des structures métalliques. Et ce qui est évidemment très chouette avec ça, c'est qu'en fait, ça serait possible de les mettre dans différents quartiers d'Uccle, parce que souvent, ben voilà, ça se passe c'est plutôt centralisé en fait. Et là, ces différentes structures pourraient être placées dans des parcs, sur des places, dans des rues. Enfin, tout ça sert peut-être encore à définir un peu plus. Mais je crois que c'est vraiment important parce que, voilà, pour l'importance de l'art dans la vie, en fait. Voilà. Et une autre possibilité aussi qui est donc proposée et qui semble faisable, c'est en fait d'aménager des bâtiments communaux dans lesquels il y a justement, on va naturellement, pas nécessairement tous au même endroit, mais voilà, où il y a un flux, où on pourrait rencontrer comme ça voilà, des œuvres d'art contemporain. Et peut-être aussi penser à des expositions innovantes grâce à ces structures qu'on pourrait placer dans les différents endroits. Voilà. Merci beaucoup, Erika. Et donc, comme pourront le faire d'ailleurs mes collègues pour les autres projets, juste préciser qu'en effet, c'est typiquement un projet qui a été un peu aménagé puisque toutes les propositions initiales n'ont pas été maintenues dans la proposition qui est soumise au vote, puisqu'elles ne relèvent pas toutes du budget participatif, comme les résidences d'artistes qui vont effectivement être organisées à la Ferme Rose, mais donc voilà, qui donc ne sont pas soumises au vote. Donc il y a les structures métalliques et puis les aménagements dans certains bâtiments communaux. Voilà. C'est vraiment l'idée que l'art va vers les citoyens plutôt que les citoyens doivent se déplacer et aller précisément quelque part. C'est vrai qu'il y avait dans le groupe de réflexion cette demande aussi d'avoir peut-être des ateliers pour les artistes, un atelier commun par exemple où il y aurait aussi
du matériel que les différents artistes de la commune pourraient utiliser. Voilà, mais j'ai bien lu effectivement que ça allait être possible, mais que ça ne fait pas partie vraiment de ceci, mais qu'on a été entendu, c'est ce qui est toujours très très chouette. Et puis ce qui est important aussi, c'est de créer des liens en fait. Et donc c'est vrai que ces ateliers sont encore une possibilité aussi de se rencontrer, et pas pour le moment malheureusement, mais on espère une période plus favorable. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Sarah, est-ce qu'il y a des questions? Pas encore. Vous me ferez un signe de la main quand il y a des questions. Donc, je m'excuse car le premier projet, en fait, dans l'ordre alphabétique, c'était l'aménagement d'un lieu extérieur pour les jeunes, skatepark et street workout. Et donc, 2 personnes vont nous présenter le projet puisque au départ, il y avait 2 projets de skatepark qui ont été fusionnés pour n'en faire qu'un soumis au vote. Et donc, c'est Romain Doumit. Donc, je suis très heureuse d'accueillir notre plus jeune participant dans le cadre de ce budget participatif, Romain Doumit, qui sera suivi de Peter Lalbani. Donc, Romain, je vous en prie. Bonjour à tous, je suis Romain Doumit et moi c'est Charles. Du coup, on est dans la même bulle et c'est devenu de son idée, et après, du coup, on s'est aidé mutuellement pour créer l'idée d'un skatepark. Et du coup, on va vous présenter le projet. Du coup, nous sommes un grand groupe de skateurs. Nous prenons de l'ampleur. En effet, dans Uccle, dans Bruxelles et dans le monde, il y a tous les jours de nouvelles personnes qui s'initient à ce sport de glisse. Actuellement, il y a une absence de skatepark à proximité de Uccle. Nous sommes obligés de nous entraîner dans les rues, près des maisons, près des voitures et au milieu du danger que représente la circulation. Le bruit engendré par nos sauts et figures peut aussi considérablement déranger les riverains. Malheureusement, actuellement, si nous voulons nous rendre dans un skatepark, nous devons nous déplacer dans d'autres communes. Cela n'est pas toujours facile ou possible pour tout le monde. En effet, tout adolescent n'a pas la possibilité que ses parents l'accompagnent car ils sont occupés par leur boulot. Il faut parfois prendre plusieurs transports en commun pour y arriver au déterminant du temps accordé à nos devoirs et leçons. Donc les skateparks sont créés pour permettre aux pratiquants qui utilisent le mobilier urbain de pratiquer leur sport dans un milieu sécurisé, parce que c'est pas toujours facile de pratiquer ça dans la rue. Pour contenir la plupart des possibilités qu'offre la rue, donc plusieurs modules possibles. Des exemples récents comme le skatepark de Lotz-Bercel qui a été construit nous démontre qu'un lieu convivial central et protégé peut attirer des publics dans toutes les classes sociales, tout en mettant les valeurs les prouesses des pratiquants aux yeux des passants. Cela contribue à véhiculer une image positive de ce sport. C'est aussi un réel atout pour les commerces proches. De plus, le skatepark permettrait de se faire des nouveaux amis et s'entraider afin que les skateurs expérimentés puissent aider les plus jeunes qui veulent apprendre ce sport et du coup donner des conseils. Et voilà. De plus, un skatepark peut, en fonction de multiples critères, taille du terrain, forme et dimension, accueillir plusieurs types de pratiquants comme les skateboards, les rollers, les trottinettes, etc. et différents niveaux de pratique du débutant au confirmé. Cela pourrait être un projet qui s'étale sur plusieurs années, le temps de financer l'implantation des équipements. Du coup, en conclusion, nous espérons vous avoir convaincu que notre projet pourrait être intéressant pour nous. Pour son implantation, nous pensions au bois de la Cambre, au parc Londal, avec l'appui de la région qui est facile d'accès pour tous. En outre, dans un endroit que vous auriez jugé propice, loin de la circulation et loin des riverains pour ne pas les embêter avec le bruit, afin d'éviter les nuisances sonores. Et merci de votre attention et j'espère qu'on vous aura convaincu de notre projet. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Peter Lalbani pour compléter sur ce projet. Merci pour votre présentation. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à cette belle exposition des deux jeunes qui viennent de parler.
En fait, notre proposition a parté du même constat, en fait, que les jeunes de 10 à 15 ans n'ont pas beaucoup de choix en ce qui concerne les espaces publics, les espaces verts et les aménagements pour leur âge. Il y a beaucoup de plaines de jeux, mais en fait, pour cet âge de 10 à 15 ans, plus ou moins, il manque de lieux en extérieur où ils peuvent se réunir et pratiquer des sports ou des activités physiques. Donc, ce qu'on avait proposé de notre côté, c'était un petit groupe avec Magali Mourlon et Rosemary Selvé dans le quartier Calvoute, parce qu'on avait constaté dans ce quartier, mais c'est la même chose pour beaucoup d'autres quartiers, je pense à Uccle, qu'il manque ces aménagements, ces opportunités. Et ce qu'on avait proposé, c'était des modules en bois pour faire du skate, hein, comme on vient d'écouter pour un skatepark. Mais ça peut être aussi un terrain de basket ou un mur ou des appareils d'escalade, peut-être, ou aussi l'infrastructure street workout. Donc, c'est toutes des idées, des choses qui sont, on pense, on a, selon notre idée, qui sont très intéressantes pour cette tranche d'âge. Et donc, l'important, c'est se réunir, c'est participer en équipe, comme on vient d'écouter, les jeunes qui peuvent s'aider entre eux et jouer avec d'autres enfants de leur âge. Et finalement aussi, donc, donner la parole aux enfants qu'ils peuvent créer eux-mêmes les idées, créer eux-mêmes l'espace et vraiment avoir un pouvoir de décision sur les activités qui auront lieu. Et peut-être avoir aussi des organisations locaux qui participent, qui font des activités. Ça peut être intéressant aussi. Donc, merci. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour la suite donc, de la présentation du projet de skatepark. Bienvenue à Thibaut Wengart, donc, qui est notamment l'échevin des sports et qui nous a rejoints. Alors peut-être juste sur ce projet, peut-être que Thibaut, tu veux ajouter un élément, peut-être par rapport à la localisation, puisqu'il y a plusieurs localisations qui ont été mentionnées pour compléter. Oui, enfin, brièvement, bonsoir à toutes et à tous et merci pour les projets que vous avez introduits qui sont très enthousiasmants, très inspirants. En ce qui concerne le skateboard, bon, vous l'avez relevé vous-même, ça engendre un certain nombre de nuisances sonores, donc il faut bien réfléchir à l'endroit où on l'installe pour ne pas impacter je dirais trop fort le voisinage. Il est question du bois de la Cambre. Il est pas mal question du bois de la Cambre, d'ailleurs, dans l'actualité, mais le bois de la Cambre n'est pas situé à Uccle. Hein, donc, nous ne sommes pas compétents pour décider de l'installation d'un skatepark dans le bois de la Cambre. C'est le territoire de la ville de Bruxelles. Ceci dit, on va relayer évidemment la proposition, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de place dans le bois de la Cambre. Et donc, voilà, on en touchera un mot, bien entendu, à la ville de Bruxelles. Maintenant, si on veut agir sur le territoire uclois, pour lequel on est compétent, le quartier de Calvoute et la proximité du chemin de fer qui a été évoqué dans l'un des projets pourrait convenir. Il faut qu'on voit un petit peu avec le propriétaire du terrain, c'est pas la commune, c'est le CPS, voir un petit peu comment on pourrait, je dirais, s'arranger par rapport à la parcelle concernée. Et c'est sûr que l'objectif, c'est de trouver un endroit qui soit accessible facilement en transport en commun, qui soit relativement central et qui ne soit pas situé trop proche d'habitation. Merci beaucoup Thibaut. Donc évidemment, c'est dans le cas où le projet obtiendrait un nombre de votes suffisant pour faire partie des projets retenus par les citoyens. Merci pour ces précisions. Je reviens juste un peu en arrière parce que nous avons une question d'un citoyen par rapport au projet Arte 1180 et qui demande comment protéger les œuvres de la dégradation. Donc en fait, comme l'a expliqué Erika Ayo, ce qui est proposé par les services,
c'est de réaliser des reproductions sur des grandes bâches, donc, qui sont vraiment réalisées spécifiquement pour des expositions en plein air, des reproductions donc d'œuvres d'artistes, évidemment d'artistes tuclois, puisque nous privilégions quasiment systématiquement les artistes locaux. Donc du coup, voilà, il y aurait pas de risque, à part évidemment les tags ou le vandalisme, mais ça malheureusement, on ne peut pas l'éviter. On sait qu'il y a des quartiers voilà, qui ne sont pas ceux qu'on imaginerait, où ça peut être un peu plus risqué. Voilà, donc il y a aussi des œuvres qui pourront être peut-être mises en hauteur. Enfin, voilà, si jamais à nouveau ce projet était retenu au final, il y aura une étude un peu plus approfondie par rapport au support et aux matériaux utilisés. Voilà. Et il y a eu une question à propos du terrain de basket pour les jeunes sur la place Saint-Job, donc qui n'est pas lié à un projet. Donc, je pense que cette question concerne spécifiquement mon collègue. Donc là, comme on se concentre sur les projets, mais il y a effectivement un terrain de basket. Donc, il y a d'autres infrastructures pour les jeunes, mais pas de skatepark dans notre commune pour l'instant. Nous passons au projet de la bibliothèque du phare, aménagement et embellissement, qui est présenté par Virginie Claes. Virginie Claes, je vous donne la parole. Ça marche. Merci beaucoup. Je représente le comité de quartier Fleury de Langenveld, qui a introduit un projet donc, pour le bâtiment et l'espace avant de la bibliothèque Le Phare. Donc, la plupart d'entre vous le savent sans doute. Donc, le bâtiment de la bibliothèque se trouve le long de la chaussée Waterloo, derrière l'hôpital Sainte-Élisabeth. Et c'est un bâtiment pratiquement entièrement en béton, fin des années 60, 70, je crois. Et donc, la bibliothèque se trouve au rez-de-chaussée. Et ensuite, le premier et le deuxième étage sont occupés par des bureaux et une école de communication. Et en fait, la bibliothèque, c'est finalement beaucoup plus qu'une bibliothèque. C'est comme un petit centre culturel, finalement, parce qu'il y a une section adulte et une section jeunesse qui, évidemment, on peut emprunter des livres, mais également qui ont des ateliers, donc pour seniors, pour ados, pour petits. Mais il y a aussi des projections de films, des conférences, une médiathèque. Et donc, c'est finalement un lieu clé pour notre quartier, mais aussi pour beaucoup de gens, je crois, au sein de Uccle qui y vont, parce que c'est un lieu vraiment très actif. Et même en cette période de Covid, il continue à garder le lien et à permettre aux usagers de venir chercher des livres et de bénéficier de leurs services. Et donc, en fait, le comité a été approché parce qu'on a des liens très étroits avec la bibliothèque pour différentes activités et initiatives, et également des usagers qui nous ont dit, voilà, on a quelques souhaits par rapport à la bibliothèque, en particulier, l'accès. Donc, la bibliothèque n'est pas du tout, en tout cas pour les usagers, pas assez visible. On ne voit pas bien que c'est là. Alors, c'est en partie un problème de signalétique, mais je crois que la commune est en passe de régler ce problème. Mais il y a aussi le problème de l'espace qui n'est pas convivial, l'espace avant et le bâtiment, qui n'est pas, c'est pas clair, c'est pas attrayant pour les usagers qui cherchent d'ailleurs ce bâtiment, ces bibliothèques. Et aussi, l'espace extérieur n'est pas du tout aménagé, ce n'est pas vert, ce n'est pas convivial. On ne peut pas s'y installer pour lire un livre, emprunter par exemple. Et ça, c'est en partie dû au fait que le bâtiment, à l'origine, n'était pas conçu comme étant une bibliothèque. Donc, dans les bâtiments aujourd'hui qui sont construits pour être des bibliothèques, on prévoit ce genre de choses, mais là, malheureusement, ça n'existe pas. Et c'est d'autant plus dommage dans le contexte actuel, évidemment, du Covid. Alors, avec la bibliothèque, mais aussi en concertation avec les services verts, le comité a essayé d'élaborer un projet qui répond à ces deux soucis et aussi qui essaye, par la plantation donc la végétalisation de la façade,
et le réaménagement de l'espace devant, à l'avant, essaye de répondre à ces souhaits et essaie de créer aussi une espèce de zone tampon verte, si vous voulez, entre le bâtiment et la chaussée de Waterloo, parce qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de pollution. Et on essaye par là aussi de mieux de créer une cohérence avec un jardin collectif que le comité a installé avec des riverains et qui est d'ailleurs financé en partie par la commune aussi avec le subside coup de pouce. Et donc voilà, tout l'ensemble du projet essaye de rendre l'espace extérieur plus convivial, plus vert, plus cohérent aussi avec ce qu'on nous demande de faire, les usagers, et puis aussi ce que la commune elle-même essaye de faire au niveau de la végétalisation du club. Donc voilà, j'espère que ce projet aura un accueil favorable. Je pense que ça répond à des besoins du quartier, mais aussi de beaucoup d'Uclois qui utilisent cette bibliothèque, ce mini-centre culturel. Et puis, voilà, qui répond aussi, je crois, à des objectifs de la commune. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, en effet, effectivement, le projet a une partie qui concerne l'intérieur de la bibliothèque, donc l'aménagement de la avant. Je n'en dirai pas plus, ça a été décrit précédemment. Et donc, de l'extérieur, alors peut-être que là, ce sont les services verts qui ont étudié le projet. Peut-être que Simaëlle de Brouwer souhaite ajouter quelque chose. Madame Claes a été assez complète, je trouve. Voilà, nous, en termes de plantation, on aime bien aussi, avant de choisir ce qu'on plante dans l'espace public, avoir un petit peu, prendre le pouls, savoir quelles sont les attentes, les préférences des habitantes et des habitants. Et alors, on fait un peu calquer ça avec nos objectifs. Donc, planter des espèces qui soient plutôt indigènes, mellifères, donc qui s'intègrent bien dans le milieu et qui profitent un maximum aux espèces pour voilà, être un maximum dans le durable. Merci Maëlle. Donc maintenant, on passe au projet Cocotte, donc un poulailler citoyen à la ferme Rose qui est présenté par Federica Italia. Oui, bonsoir à tous. Je me présente, moi c'est Federica. Je fais partie des 5 personnes qui présentent les projets Cocotte. Nous sommes tous des voisins, nous habitons tous les mêmes bâtiments près de la chapelle des Stalles. Et certains d'entre nous habitent Uccle depuis toujours, d'autres comme moi habitent ici depuis quelques années. Mais nous avions une envie commune, celle de participer activement à la vie de cette commune. Et donc, quand on a vu la possibilité de participer au premier budget participatif de la commune, on a tout de suite pensé que ça aurait été une belle initiative. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter notre projet. Ce qui nous tenait beaucoup à cœur dans notre projet était être en phase à certaines des problématiques qui sont aujourd'hui dans notre société, comme par exemple une consommation plus responsable, plus de proximité, mais aussi savoir l'exigence de savoir d'où vient ce que nous mangeons, les plus quotidiennement, comme dans notre cas, par exemple, les œufs. Un autre élément très important pour nous, c'était d'avoir un projet qui permet aux Uclois, aux familles de se rencontrer, avoir un lieu où passer un chouette moment pour être en contact avec la nature et les animaux, tout en restant en ville. Donc, c'est ainsi qu'est né le projet. La réalisation d'un poulailler citoyen situé à la ferme Rose, qui permettra aux Uclois d'acheter des œufs fraîchement pondus dans un cadre ludique et aussi éducatif. Je laisse la parole à ma coéquipière, Caroline Mignon, qui vous dira plus, qui vous parlera plus de les détails des objectifs de notre projet. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi je vais vous expliquer un petit peu plus en pratique comment on conçoit notre projet.
Donc, comme l'a déjà évoqué Federica, le projet a pour but d'être participatif. En fait, le nombre de poules, par exemple, dépendrait du nombre du clois qui souhaitent participer au projet. Il y aurait plusieurs niveaux de participation. Il y aurait les coopérants actifs qui, eux, s'occuperaient de l'entretien des poulaillers, qui s'occuperaient des poules, qui récolteraient les œufs, qui accueilleraient les citoyens, justement, et qui s'occuperaient de toute l'organisation à côté. Et à côté de ça, on a imaginé un autre niveau de participation, un système en fait de parrainage, par exemple, un parrainage des poules où les œufs, du coup, qui seraient produits, iraient en priorité aux parrains des poules et le surplus ensuite pourrait être revendu à d'autres clois qui seraient intéressés. Il y aurait donc des participants plus actifs et plus passifs. Et les bénéfices, par exemple, de la revente du surplus des œufs seraient destinés justement à l'entretien du poulailler, à la nourriture, etc. Un autre aspect qui est important pour nous, et Federica en a déjà parlé, donc il y a le côté social. Mais en plus de ce côté social, il y a le côté éducatif. En fait, on souhaiterait mettre en place des outils didactiques qui seraient destinés aux enfants, mais aussi aux adultes. On a eu par exemple comme idée d'un système de panneaux avec des informations sur la vie des poules, le fonctionnement d'un poulailler, qui expliquerait aussi justement ce qu'on mange et d'où ça vient. Voilà, quelque chose d'assez ludique. Et c'est d'ailleurs lié, on aimerait aussi rendre ce poulailler connecté. Donc, on a imaginé développer une application assez simple qui permettrait de donner des informations basiques sur le poulailler, sur les œufs produits. Ça permettrait aux parrains de garder un contact aussi via cette application et de rester informés sur la vie du poulailler. Et en plus, l'application pourrait aussi avoir justement des outils didactiques, toujours par rapport au point précédent, c'est-à-dire le côté un peu social, éducatif. Et alors, on a imaginé également une présence sur les réseaux sociaux qui renforcerait le côté connecté, social et éducatif également. Donc voilà, évidemment, c'est en quelques mots, on a plein d'idées, mais c'est pour vous donner justement une idée assez globale de notre projet. Et on remercie d'avance tous ceux qui voudront nous soutenir. Nous, en tout cas, on est convaincus et on est persuadés qu'à travers tous ces aspects, ça pourra apporter beaucoup aux UCLOI. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation très complète, donc en quelques mots, mais très, très détaillée et très précise. Juste préciser qu'initialement, vous aviez proposé d'installer ce poulailler dans le parc Raspail, mais que les services verts eh bien, ont analysé le projet et que, étant donné que c'est un lieu classé, ce n'était pas possible et que nous avons donc pensé à la ferme rose qui se prêterait, si jamais le projet est voté, tout à fait à votre projet. J'en profite pour vous indiquer que vos présentations sont extrêmement précises et fournies, donc très claires pour le public qui est avec nous. Donc, c'est pourquoi il y a aussi peu de questions, mais par contre, il y a beaucoup d'encouragement pour tous vos projets. Donc, nous pouvons passer à Fleurir les rues, un projet qui est présenté par Marc Vanois. Oui, bonjour Perrine, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Parfaitement. Ok. Voilà, j'habite à Uccle, je fais partie d'une vieille famille ucloise depuis plusieurs générations et j'habite près du Parvis Saint-Pierre. Un très beau quartier avec des magnifiques jardins, mais malheureusement, ces jardins sont cachés par la maison. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose d'apaisant qui se retrouve derrière les rues, derrière les façades, et là où les gens se promènent, eh bien, on se retrouve dans des quartiers un petit peu stressants, beaucoup de bruit, où ça manque de vie. Donc, j'ai déjà sollicité la commune pour mettre dans notre rue 2 parterres de fleurs. Et la commune nous a permis d'y mettre des pommiers, qu'est-ce qu'il y avait encore, des romarins, etc. Et ça a apporté énormément de gaieté à la rue. Ensuite, je me suis dit qu'une chose qui serait intéressante, c'est de pouvoir fleurir les façades. Alors, dans ce deuxième projet, j'ai fabriqué moi-même un bac en béton parce que j'ai eu d'énormes difficultés à trouver
un bac qui me permet, dont un container qui me permettait de mettre des fleurs, mais à dimension adaptée du trottoir, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas plus de 20 ou 25 cm sur une certaine hauteur, qui ait une certaine perméabilité pour que ça ne pourrisse pas, etc. Et quand j'ai mis ça sur la façade, devant la façade, j'ai eu des résultats des retours excessivement positifs des voisins. Et je me suis dit, vu la difficulté que j'ai eue à fabriquer ces bacs, parce qu'un bac, c'est 80 kilos de matière, etc., fallait trouver une autre alternative. Et donc, votre projet citoyen tombait à pic. Et j'ai eu via Facebook, etc., des retours excessivement positifs de gens me disant « Oui, ça c'est chouette, on serait preneur pour mettre un bac devant notre façade ». Et donc l'idée, c'est de pouvoir y mettre des fleurs, telles que j'ai mis devant ma façade un arbre fruitier, ou d'autres choses qui permettent aux gens d'avoir un environnement agréable au niveau de la ville, au niveau du centre, d'attirer peut-être des pollinisateurs, je ne dirais pas des oiseaux parce qu'il faut un environnement beaucoup plus touffu pour accueillir des oiseaux, mais rendre ces rues qui sont quand même fort dédiées à, comment dirais-je, à la circulation, au stress, à la pollution, les rendre beaucoup plus agréables. Et voilà, donc j'ai proposé ce projet pour que chacun qui serait demandeur au niveau de la commune d'Uccle puisse bénéficier d'un bac qui serait éventuellement garni par la commune. Mais ça, je ne sais pas si on peut aller si loin dans ce projet-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Donc, effectivement, le projet, il s'agit des bacs et pas encore des plantations dans un premier temps. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, juste comme il est déjà 9h moins le quart, on va essayer quand même de rester dans le timing de 5 minutes maximum pour le projet, si c'est possible. Mais évidemment, c'est très intéressant, hein, donc je ne tiens pas à frustrer les porteurs de projets. C'est juste, voilà, si tout le monde est prêt à rester un petit peu plus longtemps, il n'y a aucun souci. Donc, le Homborg se met ouvert, qui est présenté par Maryse Sarrazin. Oui, voilà, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je vous en prie. Bonjour. Le Homborg se met au vert est un projet participatif que nous présentons. C'est un projet ouvert sur l'avenir. Pour ceux qui connaissent le Homborg, le plateau du Homborg, évidemment, c'est très très vert, mais bon, ça doit continuer. Donc, le Homborg se met au vert. Nous prévoyons la plantation d'arbres fruitiers à basse-tige qui formerait une haie dans le sens de la largeur, d'arbustes fruitiers tels que groseilliers, framboisiers, la création d'un parterre de plantes mellifères, d'un hôtel à insectes, ainsi que l'installation de jeux d'extérieur pour enfants, parce que sur le plateau du Homborg, il y a une plaine de jeux qui va être enlevée pour des constructions et il n'y aura donc plus que 2 jeux pour vraiment beaucoup d'habitants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a placé des jeux en plus de tout ce qu'on veut mettre. On aimerait bien mettre des bacs à condiments placés sur pied afin que ces bacs soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, parce que nous avons beaucoup de personnes à mobilité réduite, mais des personnes âgées aussi sur le plateau. On aimerait placer une table afin de faciliter les rencontres et les échanges entre les habitants du plateau et les promeneurs. Nous avons beaucoup de promeneurs sur notre site. Le lieu choisi, la Grande Plaine, avenue de la Gazelle, qui de tout temps a été un lieu de rencontre et de convivialité intergénérationnelle, est vraiment parfait comme endroit. Ce projet vert de cohésion sociale sera la base d'un apprentissage au respect de la nature pour nos jeunes enfants. Ce projet est un projet rassembleur qui créera une dynamique positive au Homborg. Notre cité-jardin ABC, site Cobralo, pour ceux qui la connaissent, et la cité Jardin Binôme garderont ainsi leur but initial, qui est le bien vivre ensemble.
Dans notre quartier, c'est un quartier excentré, un peu oublié. On a beaucoup de nouveaux locataires qui arrivent et justement, ils sont demandeurs. Avec leur collaboration, nous souhaitons redynamiser le plateau du Homborg avec toute la mixité sociale qui en fait partie. La grande plaine de l'avenue de la Gazelle serait le début d'une promenade fruitière et le berceau d'activités ayant pour point commun le respect de la nature et les moyens de garder nos cités-jardins toujours plus belles et vertes. Nous avons beaucoup d'habitants, notre groupe, donc Woudiane, Anan, Alima, Nadia, Anan et moi-même, allons démarcher auprès des personnes qui n'ont pas toujours habité dans des espaces verts et n'ont pas toujours le mode d'emploi. De là l'importance de donner, pas un potager collectif, ce n'est pas le sens, mais un espace vert collectif qui deviendrait vraiment un lieu d'échange entre les habitants. Nous sommes épaulés pour ça aussi par le PCS du Homborg. Pauline est présente, elle veut prendre la parole. Je ne sais pas, je ne l'entends pas. Oui, vous m'entendez? Oui. Je peux rajouter que c'est un quartier où il n'y a pas de commerce, où il n'y a pas d'association, où les habitants se plaignent vraiment d'un manque d'infrastructures. Il y en a pas mal qui se sentent quand même abandonnés, voilà, où il y a pas mal de jeunes qui n'ont rien à faire, qui s'ennuient. Et donc, ce projet permettrait aussi d'avoir un côté intergénérationnel. Et donc, avec les jeux pour les enfants, on voudrait aussi rajouter c'est dans le dossier, hein, des jeux pour, enfin, des outils de musculation pour les adolescents, mais aussi pour pas mal de mamans qui sont en demande. Et Woudiane, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais tu peux aussi rajouter ce que tu voulais dire. N'hésite pas à ouvrir le micro. Bonjour tout le monde. En fait, on voulait rajouter aussi, si c'est possible, aussi la maison des jeunes qu'on a parlé aussi, il y a le groupe des jeunes qui sont avec nous, qui vraiment, ils ont attendu ça avec plaisir de parler avec le monsieur le bourgmestre pour ce projet depuis longtemps qu'on attend et une réunion qui se fait de n'importe moment pour qu'ils puissent se présenter leur projet. Et ça peut aider aussi le quartier de vivre une relation active, un contact entre les jeunes et tout, parce que ça aussi, on a un grand problème, qu'on n'a pas un lieu pour se rencontrer, pour passer des bons contacts entre les jeunes, et il y a beaucoup de problèmes, et ça se passe dans les quartiers à ce moment-là, plus les projets de Marie, et plus qu'il a proposé Pauline. Merci beaucoup. Je laisse la parole à vous. Merci. Mais juste, est-ce que, Marie, vous aviez fini la présentation? Oui, j'ai fini la présentation. En gros, j'attends les questions, mais bon, voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de questions, mais ça va peut-être venir. Donc, merci. Donc, juste par rapport à la dernière intervention, je vous remercie beaucoup. Il est question, donc juste si ce n'était pas clair, d'une autre envie pour un autre projet, hein, par rapport à la maison de jeunes. Mais effectivement, la mise en œuvre d'un projet comme le vôtre fait partie de la dynamique qui a été mentionnée par la dernière intervention. Merci beaucoup pour la présentation de ce projet. Et maintenant, nous passons à l'outil tech du club par Gaëtan Vuf. Oui, bonjour. Je vais faire un peu de déformation professionnelle, mais j'ai préparé juste un petit slide pour présenter en 2 mots le projet. Donc l'idée, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez l'image, c'est d'avoir des outils à portée de main. Je pense que certains d'entre vous s'en sont rendus compte encore plus avec la crise du Covid, on en parle beaucoup, mais les premiers magasins à réouvrir, ça a été les magasins de bricolage et de jardinerie. Donc c'était considéré comme une activité essentielle pour beaucoup de monde. Et je pense que ici le projet, c'est de vraiment imaginer une bibliothèque à outils au niveau de la commune. Donc il y a déjà pas mal de bibliothèques. On a eu un projet qui en parlait ici aujourd'hui. Au sein de la commune, il y a la vélothèque aussi, l'idée de partager des vélos pour a priori les plus jeunes. Ici, l'idée, c'est de partager des outils. Ça passe
du marteau à la perceuse, à la pelle, au râteau pour son jardin. Voilà, c'est des choses qui paraissent assez banales, mais qui finalement peuvent avoir un certain coût. Et donc ici, l'idée, c'est de rendre accessibles ces outils pour tout un chacun à Uccle. Et donc voilà, ce serait la mise à disposition en mode de prêt d'outils pour les travaux de maison ou de jardinage, avec un principe de faible cotisation annuelle, mais comme sur le principe des bibliothèques, juste pour avoir une participation à l'outil tech. Un des avantages de ce projet, si je dois le défendre, c'est que c'est un investissement très faible, mais avec un impact assez fort, je pense, pour les Uclois qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas forcément envie d'investir dans plein d'outils et qui, au final, se rendent compte que acheter même un marteau ou une scie, ça va être utilisé 2 jours par an, donc c'est-à-dire 99,7% de l'année, ça restera dans un placard. Donc autant allez, mutualiser ces outils et les partager avec tous les Uclois. Je l'ai déjà dit, donc c'est donner un accès à tout le monde de manière peu coûteuse à une bibliothèque d'outils. Donc ceci dans un esprit de développement durable. Allez, je dis pas qu'il faut plus aller acheter d'outils, mais sur le principe qu'au final ils sont très peu utilisés, pourquoi pas les mettre en commun et créer une sorte de communauté de gens qui seraient intéressés par le bricolage ou le jardinage et qui auraient accès à ça. Alors j'ai déjà eu plusieurs réactions là-dessus. On m'a dit: «Ah mais ça existe déjà, il y a des associations Tournevis, Usitou qui existent déjà». Effectivement, ça existe déjà, mais c'est encore très minoritaire sur Bruxelles. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être pris dans les services communaux, comme je disais, comme l'idée de la bibliothèque et des vélos, comme un service essentiel mis à disposition des citoyens. Et donc voilà, c'est pourquoi je proposais ce projet-là. Et il y avait pas mal d'enthousiasme autour de moi quand j'ai proposé ça. Je ne sais pas si c'est l'effet Covid où tout le monde a redécouvert le fait de décorer sa maison ou de l'entretenir, mais je pense que voilà, même en dehors de la période dans laquelle on vit pour le moment, je pense que c'est un projet qui peut être intéressant pour pas mal de Uclois. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je vais juste vous demander voilà, l'arrêt du partage. Un grand merci. Donc, c'était l'outil tech d'Uccle. Et maintenant, nous passons à planter une forêt urbaine à Uccle qui va être présentée par Aurélie. Je vous en prie, je vous donne la parole. Bonjour à tous. Je remercie la commune d'Uccle de nous laisser l'opportunité de nous exprimer et de proposer des projets, ainsi que tous les autres porteurs de projets qui ont tous eu la même ambition que moi, pratiquement, qui est de ramener des espaces verts un peu au sein de la ville et puis de construire un monde un peu plus durable et un peu plus raisonnable. Et donc, notre projet serait de planter une forêt urbaine à Uccle. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt urbaine? C'est une forêt qui vient s'implanter sur un terrain ou sur une emprise qui n'a pas forcément cette vocation, donc dans l'objectif de reverdir la ville. Et on adopterait pour cela une méthode qui s'appelle la méthode Miyawaki, qui est inspirée d'un botaniste japonais qui a créé une méthode très simple, mettant en concurrence plus d'une trentaine d'espèces différentes et qui permet, grâce à cette concurrence, de recréer une forêt de façon très, très rapide avec une croissance estimée d'à peu près 1 mètre par an. Donc, c'est vraiment très, très efficace comme méthode et ça permet de se dispenser de tous les produits phytosanitaires qui peuvent être nuisibles pour notre environnement et pour notre bien-être. Et alors, pourquoi la forêt? Parce que ça a un impact fort, on l'a vu pendant le confinement, sur notre bien-être, avec la nécessité pour toutes les personnes qui étaient confinées, enfermées chez elles, de retrouver des espaces verts, de s'immerger dans la nature pour pouvoir gagner en bien-être et traverser cette période difficile. Également parce que c'est un endroit qui est générateur de biodiversité, qui permet d'avoir énormément d'espèces, de ramener des insectes dans la ville, de ramener des petits mammifères, des oiseaux également. Et puis, c'est un projet qui est local et participatif. Et le côté participatif de cette plantation de forêt est un des côtés du projet qui me tient presque le plus à cœur, puisque
dans le cadre de ces plantations de forêt, tout le travail se fait en une journée. Il est préparé en amont par un conseiller technique qui nous aide à sélectionner et à approvisionner toutes les essences. Mais après, la plantation de la forêt, ce n'est pas le prestataire qui la réalise, c'est vraiment au territoire, aux habitants, aux écoles du quartier, de participer à cet acte fort. Donc, je pense que ça a des vertus pédagogiques, des vertus de consolidation des liens au sein de la communauté, au sein de la ville. Et puis, ça a aussi des vertus toutes simples de bien-être, de proposer une activité, de permettre aux gens voilà, de passer un moment agréable et aussi d'apprendre, pourquoi pas, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas un jardin et qu'on n'est pas habitué à le faire, comment est-ce qu'on fait pour planter un arbre. Voilà. Donc, c'est un projet assez simple. Aujourd'hui, nous n'avons pas de terrain proposé. C'est une discussion qui a été entamée avec les services de la ville. Voilà, on s'appuie sur les services techniques pour nous faire des propositions. On est ouvert à tout, sachant qu'il y a un certain nombre de contraintes techniques quand même qu'il faut pouvoir respecter. Il faut une surface minimale de 100 mètres carrés, par exemple. Il faut se retrouver sur un terrain qui est libre de tout réseau, de toute construction, évidemment. Donc voilà, tout reste encore à construire. Également sur l'aspect événementiel, puisque cette journée de plantation doit être organisée pour réunir un maximum de public. Si on veut vraiment créer du lien et faire une fête autour de cette forêt. Et donc, c'est là où moi, je prendrai toute ma part dans le projet en essayant d'aller convaincre les écoles de participer dans la mesure où le Covid nous laissera tranquilles sur les réunions et sur les aspects participatifs. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de réunir un maximum de monde, de faire de cette journée une journée de fête. On peut en profiter également pour mener des activités de communication autour du développement durable. Il y a beaucoup de choses à imaginer autour de ça. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, ben voilà, c'est simplement les votes de toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Voilà, de l'enthousiasme autour de ce projet. Et puis, à ce moment-là, tout est possible. Voilà, donc j'espère avoir été assez claire. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions sur le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Peut-être que Maëlle de Broer souhaite ajouter quelque chose par rapport à ce projet. Oui, merci Perrine. Voilà, par rapport au projet, donc on avait effectivement, donc vous aviez eu un contact avec le service vert, donc vous la porteuse de projet, pour trouver des lieux qui s'y prêteraient. On avait aussi réfléchi un peu de notre côté avec le service à des endroits qui s'y prêteraient. Et clairement, la philosophie qui est proposée, qui est la bonne, c'est de planter une petite forêt urbaine dans des endroits plus denses de la ville. C'est vrai qu'Uccle est une commune verte, mais tous les quartiers ne sont pas aussi verts les uns que les autres. Donc, nous avions proposé dans le projet qui est maintenant soumis de choisir des endroits, par exemple, comme au Square Marlowe ou la rue de Nerstal, qui sont beaucoup plus urbanisés. Et donc, ça nous semblait plus intéressant de privilégier ces endroits s'il fallait planter une petite forêt urbaine sur le modèle Miyawaki. Merci Maëlle pour ces précisions. Il n'y a pas de questions, mais juste vous dire qu'il y a plus de 1000 personnes qui nous suivent ou nous ont suivis. Je ne sais pas si tout le monde reste pour toute la durée de la présentation, mais donc vos projets suscitent beaucoup d'intérêt dans la commune. Donc c'est une très, très bonne nouvelle. Donc maintenant, nous allons passer à la promenade Van der Kinderen qui va être présentée par François Debrier. Voilà. On met le PowerPoint, voilà. Je représente différents voisins ici de la rue Van der Kinderen. Notre projet de promenade Van der Kinderen est né de l'envie d'un groupe de voisins de retrouver une ambiance villageoise de cette rue qui est devenue au cours des années une route très très passante. Notre objectif donc s'intègre dans une démarche de verdurisation de la rue Van der Kinderen qui est déjà en partie prévue par la commune d'Uccle.
la touche complémentaire à la verdurisation que nous souhaitons et dont nous voulons être partenaires, c'est d'intégrer toute une démarche historique et architecturale et de points d'arrêt qui agrémente la promenade. C'est vraiment au travers de la verdure et des aspects patrimoniaux et architecturaux et historiques, en faisant des panneaux explicatifs. Je ne sais pas si les auditeurs savent que tout au long de la rue Van der Kinder, il y a 19 maisons qui sont au patrimoine architectural de la région bruxelloise. Il y a toute une série d'habitants qui ont toute une importance historique de par le passé. Et effectivement, nous souhaitons, au travers de notre projet participatif, amener les gens à s'arrêter, à créer une dynamique conviviale au travers de ce projet d'espace vert dans la rue Van der Kinder. Il me semble également que la démarche que nous voulons s'inscrit dans le développement d'un patrimoine participatif immatériel qui est en fait très peu connu des habitants du quartier. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent apporter une touche, un complément d'information, mais voilà, notre démarche est vraiment d'inscrire la rue Van der Kinder dans une verdurisation. Bonjour François, je profite, un espace de promenade. Oui, puisque tu le proposes, je prends la parole. En fait, la rue Van der Kinder, comme tu l'as dit en début de présentation, on a un gros problème, c'est effectivement une rue de passage. Alors, on a des tas de riverains qui habitent des rues voisines, qui prennent leur voiture et qui vont faire leurs courses ailleurs, simplement parce que la rue n'est pas agréable. Et on veut vraiment transformer cette rue en lieu de promenade, en lieu de rencontre, et plus du tout en lieu de passage comme c'est actuellement. Voilà. Simplement ça. Merci. Super. Merci beaucoup. Merci à... Peut-être que Thibaut Weingart souhaite dire un mot, puisque je rappelle que il y avait 2 projets pour la rue Van der Kinder, et donc un projet n'a pas été retenu parce qu'en fait, il va tout simplement être réalisé. Et donc, il était assez similaire à une partie du projet qui était présenté par ce groupe de citoyens concernant la verdurisation. Alors, peut-être que Thibaut Weingart veut en dire un mot. Oui, brièvement. Merci Perrine, merci à vous également pour ce projet. Simplement donc indiquer que dans les cartons au niveau de la commune, nous avons le réaménagement d'un certain nombre de carrefours sur l'axe Van der Kinder l'année prochaine, donc avec la création d'oreilles de trottoirs, de traversées qui soient beaucoup plus confortables, beaucoup plus sécurisées, qui participent à un apaisement de l'espace public. Et ce sera l'occasion aussi de verduriser ces différents carrefours. Là, il peut évidemment y avoir un travail en étroite concertation avec ma collègue Maëlle de Broer des Espaces Verts, avec vous, tenir compte de vos suggestions. Marc Van Roy en parlait à Uccle Centre. C'est vraiment notre volonté de pouvoir travailler avec les habitants. Et alors, au niveau de la voirie, vous le savez sans doute, elle passera à 30 km/h au 1er janvier 2021. Et je voyais la demande de rue cyclable. J'espère officiellement pouvoir vous communiquer de bonnes nouvelles en la matière très, très prochainement. Voilà. Notre projet, évidemment, va de la chaussée de Waterloo à la chaussée d'Alzenberg. Et nous envisageons évidemment l'ensemble verdurisé et avec des haltes didactiques concernant le patrimoine. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous passons. Est-ce que je ne sais pas si on m'entend? Oui, merci. Au projet de protection du patrimoine naturel de Calvoute-Bourdon, qui va être présenté alors soit par Martine de Backer, soit Sylvie Bouchny. Oui, bonjour.
Vous nous entendez? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Eh bien, nous aussi, nous souhaitions d'abord, avant de commencer en préambule, remercier la commune d'Uccle et particulièrement Sarah Tuile qui a quand même beaucoup mouillé le maillot pour mettre en place tout ce projet participatif. On se rend compte que c'est un vrai succès, il y a beaucoup de projets et voilà. Donc, on est content d'être là et de vous présenter le nôtre. Notre projet, en fait, ça a vocation à protéger un espace boisé qui est au cœur de notre commune. Voilà. Et comme ça a déjà été dit par d'autres porteurs de projets, en ces temps de confinement, on a tous réalisé à quel point les espaces verts, pouvoir se ressourcer en étant un petit peu au contact de la nature, ça a été quelque chose d'important pour tout un chacun. Donc voilà, c'est un aspect sur lequel on voulait insister. Et donc, ça, c'est le projet. Et l'objectif, c'est qu'avec l'aide de scientifiques, nous puissions démontrer tout l'intérêt que représentent les 3 sites dont nous voulons vous parler. Voilà. Donc, je cède la parole à ma présentatrice. Voilà. Bonjour à tous. En fait, effectivement, il ne s'agit pas d'un seul site, mais de 3 sites. Et 3 sites qui existent déjà, dont 2, je pense que vous les connaissez bien parce qu'ils font partie du Cayenne-Belt, de la petite réserve du Cayenne-Belt. Il s'agit du marais qui se trouve tout à fait en contrebas du Cayenne-Belt. Le deuxième site, c'est le Geletsbeek, qui effectivement, lui par contre, traverse la réserve du Cayenne-Belt. Mais le troisième site, à mon avis, personne ne le connaît, c'est un talus boisé, un petit bois qui se trouve le long de la chaussée d'Alsenberg et qui s'appelle le Coba Powells. En fait, ce troisième terrain, personne ne le connaît pour plusieurs raisons. D'une part, il est extrêmement ancien. Ça, c'est pas une raison, mais enfin voilà. Il est très ancien parce qu'il date de la construction de la chaussée d'Alsenberg en 1750, quelque chose comme ça. Et il est constitué donc de la terre de remblai de cette chaussée d'Alsenberg. Et donc, c'est principalement un peu des gravats, sans doute, j'imagine, mais surtout du sable. Et depuis les années 1750, ça c'est sa deuxième caractéristique, il n'a jamais été bâti. Ça se remarque sur toutes les cartes historiques qui ont été faites depuis lors. Il n'y a jamais eu un seul bâti, que ce soit une maison ou même un bout de ferme, une grange, rien du tout. Sa troisième caractéristique, c'est qu'il est complètement fermé. Il est inaccessible au public et c'est pour ça qu'à mon avis, personne ne le connaît. Et à partir du moment où on a ces 3 caractéristiques, on se retrouve face à un sanctuaire. Et en fait, ces 3 sites sont totalement complémentaires et indissociables. Ils ont une valeur écologique très importante parce qu'ils sont situés sur un périmètre extrêmement restreint et chacun sert au niveau de la biodiversité à la reproduction, à la nourriture, à comment dire, même comment on pourrait expliquer le retrait stratégique par rapport au public, parce qu'effectivement dans le Cayenne-Belt il y a énormément de public, il y a des animaux, des chiens, des gens, des enfants qui font beaucoup de bruit, des vélos, et en fait ces animaux passent d'un site à l'autre en fonction de l'année, en fonction de la fréquentation du Cayenne-Belt. Donc, il est extrêmement important de les garder ensemble et de ne pas les perturber, quoi. Alors, il y a quand même une chose qui est intéressante, d'ailleurs, j'en profite pour faire juste une petite parenthèse, pour vous montrer à quel point ce site est ancien. Voilà, je vous montre une photo très ancienne du Coba Powells. Vous avez ici la vue est prise de la, je ne sais pas si tout le monde me voit bien, la vue est prise du chemin de fer de l'époque où il n'y avait encore un passage à niveau sur le chemin de fer. Et vous voyez ici donc toute la partie du Coba qui n'a jamais donc été construite. Alors en fait, comme ces 3 sites sont complémentaires et en totale interaction, il faut arriver à faire une estimation scientifique pour arriver à déterminer
prouvé d'une manière réelle que ces sites doivent rester intacts et que nous devons les préserver au maximum, chose qui n'est pas tout à fait, comment dire, qui est assez fragile pour le moment parce qu'ils n'ont pas un statut juridique, un statut de protection, et que en fait, surtout le COBA peut éventuellement encore être démoli, et être construit éventuellement. Ils n'ont pas vraiment une réelle protection. Et oui, donc nous aimerions énormément Vas-y, essaye de... Parce que là, je m'embrouille un petit peu, je suis désolée. En fait, l'intérêt aussi de ce site, c'est de pouvoir installer des caméras pour qu'on puisse voir quel est le type de faune et de flore, enfin de faune qui est à l'intérieur, qu'on puisse la préserver. En fait, on se rend compte qu'on a un petit joyau dans ce coin de la ville, dans ce coin d'Uccle, et ce qu'on voudrait, c'est pouvoir le préserver et le faire connaître, mais sans déranger sans déranger la faune et la flore, en installant par exemple des caméras, comme ça c'est fait pour certains oui, certains animaux, sur certains animaux nocturnes, et que chacun puisse bénéficier et connaître mieux ce site. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment envie de le protéger et de le défendre. C'est vrai qu'on a une population à certaines périodes de l'année de fouines, de renards, bon, évidemment, d'écureuils, il y a un peu partout. Mais on a des chauves-souris, voilà. En fait, il y a vraiment ouais. une faune intéressante à préserver et cette faune a besoin de ces 3 biotopes pour pouvoir se pérenniser. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. On est désolé, on n'a pas été très. On n'est pas bonne. Alors, vous avez été très bien. Est-ce que Maëlle de Brouwer souhaite ajouter quelque chose? Oui, mais simplement relever une spécificité ici. Voilà, on parle du statut des terrains. Donc, ils sont propriété de la région bruxelloise. Et donc, c'est juste voilà, un élément à avoir en tête. Mais donc, il est pas impossible. Il est au contraire possible puisque le projet a été accepté. Donc, que la commune réalise des études, des inventaires sur des sites qui, voilà, comme cela. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons au projet réaménagement convivial et contemporain de la place Van der Helst, projet qui va être présenté par Sébastien Rochdy. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la commune d'Uccle d'organiser ce premier budget participatif. Félicitations aussi pour tout l'enthousiasme des différents porteurs et porteureux de projets. Merci beaucoup et bonne chance. Voilà, nous sommes plusieurs coporteurs pour proposer un projet de réaménagement convivial de la place Van der Helst. Voilà ici en fait une vue aérienne du quartier d'Uccle Centre. Ici en fait on voit la place Van der Helst. Donc en fait on voit que c'est un quartier qui est densément peuplé et construit. Il n'y a aucune animation de la place, bien qu'il s'agisse à mon avis d'une des plus grandes places d'Uccle. C'est une place qui est très minérale avec beaucoup de pierres, des parkings, du béton, qui n'est pas vraiment apaisante. Elle est peu sécuritaire pour tous les usagers, notamment les PMR ou les personnes porteuses de handicap pour tous les âges. La fontaine est assez bruyante et difficile d'entretien. Il y a une canisette qui est nécessaire, mais elle est peut-être surdimensionnée ou peut-être mal placée. Ça constitue des îlots de chaleur et il n'y a aucune zone d'ombre végétale. Il n'y a également aucun espace public de jeu pour enfants, que ce soit un toboggan, bac à sable, balançoire à proximité. La plaine de jeu la plus proche en fait publique est en haut du parc de Wolvendal, donc c'est quand même assez loin. La place est quand même à proximité d'écoles et de commerces avec donc le centre d'Uccle, la chaussée de Saint-Berg, la rue Xavier de Bulle, Paris-Saint-Pierre, également de l'Oreca. Et prochainement, il y aura le déménagement des bâtiments communaux et les travaux de la chaussée de Saint-Berg. Donc, c'est les éléments structurels du quartier qui
qui nous poussent un petit peu à dire qu'il faudrait repenser la place. J'ai repris ici un petit peu des exemples de minéralité de la place Vanderels, où on voit qu'il y a peu de végétation. Bien sûr, c'est des photos qui ont été prises en hiver, mais vous voyez, on voit que c'est pas... C'est très minéral, avec donc les parkings, la fontaine qui est assez bruyante et tous les espaces qui sont fort bétonnés, avec beaucoup de béton et de pierre. Alors pourquoi repenser la place également au niveau des éléments d'études et de recherche? Donc c'est tout ce qu'on appelle la notion de urban well-being, qui reprend les dimensions physiques, donc tout ce qui est aménagement urbain, bruit, pollution, mais aussi les dimensions sociales du bien-être en fait urbain, avec les lieux d'interaction avec le voisinage intergénérationnel. C'est des éléments qu'on revoit dans différents projets que vous portez ce soir. On est aussi dans un contexte post-Covid avec le télétravail et confinement que j'ai mis ici au pluriel. On a besoin d'espaces de détente et de rencontres de plus en plus. Les espaces verts sont des lieux de détente et de récréation qui sont prisés par les citadins. Et l'environnement naturel proche, donc d'1 kilomètre, a un effet positif sur la relation et les cohésions sociales. Donc ça, c'est vraiment des études universitaires qui sont sorties. Donc voilà, ici, le urban well-being, c'est le bien-être des habitants et le contexte urbain qui sont vraiment reliés, ces interactions entre les habitants et leur environnement. Ce n'est pas uniquement l'environnement ou l'interaction entre les habitants, c'est vraiment l'ensemble des interactions qui forment ce concept. Donc en fait, ici, pour réfléchir des espaces de bien-être urbain, on a différents éléments qui poussent vraiment à réfléchir ces espaces pour soutenir la mobilité, réalisation de soi, constitution de groupes sociaux, ça contribue à l'estime de soi et à la valorisation mutuelle. Il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs et les résultats en fait sur les zones ont été réfléchis avec ces concepts-là. Ces espaces qui sont 2 fois plus fréquentés et 2 fois plus d'activités sociales s'y retrouvent, alors que des espaces non réfléchis avec ces éléments-là sont moins vivants, il y a moins de développement de vie, il y a moins de cohésion et de discussion entre les habitants du quartier. Il y a également le lien intergénérationnel avec la présence des adultes qui induit celle des enfants qui continuent de jouer avec les autres enfants, alors que les parents peuvent aussi discuter. Il y a des exemples en fait d'espaces de bien-être urbain. Il y a les jardins communautaires, par exemple à Montréal, qui sont des jardins vraiment dans la ville. On voit vraiment les habitations et les parcelles en fait qui sont gérées par la municipalité et qui sont louées par les habitants. Et en fait, les recherches précisent que voilà, c'est des espaces de vie et de protection et de réconfort pour les habitants. Il y a aussi à Montréal encore des espaces et des places qui ont été pensées avec des rues piétonnes, des places piétonnes temporaires, saisonnières ou permanentes. Hein. Les saisons sont très marquées à Montréal. Mais voilà, on voit vraiment des espaces de rencontres, des espaces de jeux pour les enfants, des espaces d'agriculture urbaine et qui sont générateurs d'interaction et de vie. J'ai ici repris, je ne sais pas si ça va marcher ici. Est-ce que vous voyez le petit film ? On voit qu'un film pourrait être lancé. Est-ce que vous voyez le film ou pas? Non? On voit une image. Non, Sébastien, on ne le voit pas. D'accord. Bon, je ne sais pas comment faire. Bon, c'est pas grave, je vais passer le film. Mais en conclusion, notre souhait, c'est donc de réaménager la place Vanderhelst en installant des jeux pour enfants, des espaces de fraîcheur, une piste de pétanque, des lieux d'agriculture urbaine, de verdurisation et de convivialité. Donc ces aménagements, c'est pour se rencontrer, se reposer, partager et consommer auprès de nos commerçants à l'échelle du quartier en favorisant une mobilité de tous. Et bien sûr, ces éléments doivent être mis en place avec une concertation entre tous les usagers, y compris
les PMR pour prendre en compte leurs besoins spécifiques. Donc l'objectif recherché, c'est de recréer un dynamisme intergénérationnel pour souder les riverains et soutenir les commerçants donc dans ce quartier qui est très densément peuplé et urbanisé. Il y a toutes les références de recherche et la place en fait qui était aménagée. Il faut rappeler que c'est un espace vert en fait, elle est classée zone verte. Donc voilà. Il y a Nicolas aussi. Nicolas qui est dans le Zoom, pardon. Nicolas qui est dans le Zoom, donc s'il veut rajouter quelque chose. Voilà, merci. Merci Sébastien. Est-ce que Nicolas veut dire un mot? Merci, je pense que Sébastien a tout dit ce qu'il fallait. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Maëlle de Brouwer veut ajouter quelque chose? Monsieur Rochdy a été très complet, donc voilà, j'ai rien à dire de plus. Ok, merci beaucoup. Donc le projet suivant, réduire la vitesse avenue Prince de Ligne, présenté par Eric Peters et Valé Rodriguez. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour le présenter. Peut-être pas. Écoutez, comme je n'ai pas d'informations là qui me vient, je propose de passer... Pardon. Oui, si, pardon. Voilà. Oui, je peux présenter un projet de plan de ligne, mais il y a autre de plan de ligne que vous avez mentionné avant que le mien. Je ne sais pas. Le projet... c'est vrai qu'il y a deux projets avenue Prince de Ligne, mais là, le premier, c'est réduire la vitesse. Je vois, Perrine, que M. Peters est en ligne, mais je pense qu'il a un problème de son. D'accord. Madame Rodriguez, vous deviez présenter lequel? Le sport de plein air. De plein air. Le sport en plein air, Prince de Ligne. Oui. Ok. Ben, est-ce qu'on entend là maintenant? Oui, oui, oui. Ben, écoutez, je ne sais pas, peut-être on va essayer de régler le problème de M. Peters et puis vous pouvez présenter sport en plein air alors. Ok. Ok, merci. Je vais partager l'écran. Ok. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à la commune de Uccle de nous avoir donné l'opportunité de présenter le projet. Et désolé pour mon français. Notre projet consiste en l'installation d'équipements de fitness et machines de musculation. Le lieu est l'avenue du Prince de Ligne, dans un parking en face du numéro 56. Il y a, vous pouvez voir, il y a suffisamment d'espace pour le stationnement et pour un espace vert où nous pouvons utiliser pour la socialisation et l'intégration intergénérationnelle. Quel effet positif aura ce projet? Promouvoir un mode de vie sain dans la vie des adultes et des jeunes, augmenter la socialisation dans le quartier, créer une activité de plein air où nous pouvons profiter des gens et non des voitures, ne pas avoir d'espace inutile car l'espace de ce parking est gaspillé parce que c'est mal construit. Au milieu de parking, il y a beaucoup d'espace inutilisé. On peut voir le même numéro de parking en ajoutant un son plus vert. Aussi, nous pouvons améliorer l'esthétique pour l'avenir. Il y a machines dans différents quartiers, dans différentes villes, et le résultat a été très bon. Mais dans le même quartier, les allées peuvent voyager entre différents sons et faire différents exercices. Et aussi, ils peuvent faire un circuit pour Uccle parce qu'il y a autre son de machines. Je pense que c'est pour l'observatoire aussi. La commune nous a accordé 5 000 € et je pense qu'avec cet argent, nous pouvons gagner beaucoup dans notre quartier. Je pense que tous les projets qui ont été présentés sont très bons et devoir tout être mis en œuvre parce que le budget est faible pour la commune. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci beaucoup pour cette présentation. Juste préciser qu'en fait, la commune, comme pour les autres projets, les services ont estimé le coût de cette installation. Voilà, et donc, ce n'est pas accordé, c'est le coût estimé et ¿Cómo? Bien écoute, ça a coupé la connexion, mais vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, je disais, oui, j'ai une mauvaise connexion, je m'excuse. Je disais juste que, en fait, les 5 000 €, c'est le montant qui a été estimé par les services pour l'installation de cet équipement. Voilà, et que ce n'est pas encore accordé, c'est en fonction du vote. Mais voilà, c'est une petite clarification juste par rapport au PowerPoint. Est-ce que Thibaut Weingart peut ajouter quelque chose? Non, non, ça va, merci beaucoup. Merci à vous. Thibaut, c'est bon. Oui, tu me fais les signes, c'est OK. OK. Est-ce que, donc, Monsieur Peters, est-ce que... Je pense que Monsieur Peters a quitté la réunion. Je pense qu'il a un problème de connexion. Ah, d'accord. OK. Donc, il n'y a personne qui peut donc présenter, réduire la vitesse, Avenue Prince de Ligne. OK. On peut... non. Non. D'accord. Donc, on ne va pas présenter à la place voilà, des porteurs de projets. Toutes les indications sont indiquées sur la plateforme dans projet soumis au vote. Voilà, on ne ferait pas mieux. Et donc, le dernier projet, si je ne me trompe pas, c'est un four pas banal qui va être présenté par Domido Decalone. Je vous en prie. Henri. Oui. Domido, tu es en ligne là? Je ne te vois pas. Enfin, voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Henri, comme dit la chanson. Donc, je représente le comité de quartier Vallée du Linkebeek, dont le champ d'activité se greffe autour de l'axe formé par la rue de Linkebeek et le Moesberg. Et la rue de Linkebeek a un gros avantage, c'est qu'elle bénéficie d'un magnifique espace avec potager et un très bel étang qu'on voit ici en arrière-plan et qui est actuellement, toute cette zone est en rénovation. Et nous nous sommes dit avec l'appel à projet, mais pourquoi ne pas redynamiser cet ensemble? Parce que vous voyez ici à l'arrière, la construction, la guinguette dans laquelle on se réunissait de temps en temps a été tout à fait démolie. Et on s'était dit, pour redynamiser ça, une fois que les travaux seront terminés, de construire un four, de construire un abri avec un four à pain, dont je peux vous montrer un exemple. Voilà, ou encore, voilà. Donc, cet ensemble, cet abri, si on veut, de four à pain, permettrait. Pourquoi un four à pain? D'abord, parce que l'objectif du comité de quartier, avant toute chose, est de créer des liens, de simuler tous les échanges, de faire connaître ses activités, de provoquer de la cohésion sociale, et que ce soit de tous les gens du quartier qu'on a déjà rencontrés, toutes nos activités nous permettent de rencontrer, que ce soit des artistes, des peintres et des gens qui ont des talents culinaires et qui peuvent fabriquer de très jolis pains comme celui-ci. Alors, nous sommes déjà en contact avec une personne qui a construit des fours à pain, et la commune de Forêt, dans le parc du Den, il y a un projet qui est le four à pain. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle le four à pain et qui rassemble déjà 992 membres. Et je me suis fait membre de cette partie-là. Et donc, moyennant une organisation contrôlée, que ce soit par la commune ou par les habitants du quartier, l'utilisation du four sera bien entendu ouverte à tous les habitants uclois. Et ce four pourra également être mis à disposition pour des activités éducatives, parascolaires, sur la préparation du pain, mais aussi toutes ces activités se font dans un espace de verdure vraiment magnifique.
parce qu'il y a des potagers et donc la partie éducative pourra s'étendre plus loin pour les écoliers. Alors, ça pourrait être la construction de ce four à pain, et je dirais même de l'abri du four à pain, pourrait être le point de départ pour une construction future d'un local qu'on a perdu maintenant et qui pourrait être disponible pour tous les comités de quartier uclois, pour toute activité éducative et non commerciale. Alors, comme nous sommes tous, comme je vous considère tous comme des compagnons, il faut savoir que compagnon vient du mot comme et de panis, le pain, signifiant celui avec qui on partage le pain, et je me permets de partager le pain avec vous maintenant, j'ai dit. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Donc, Sarah, vous me contredisez si je me trompe, mais je pense que tous les porteurs de projets… Je vois Monsieur Peters qui nous a rejoint, que nous voyons à la caméra et que donc je signale que votre micro est désactivé et que vous pouvez activer, prendre la parole pour présenter votre projet quand vous êtes prêt. Donc, Monsieur Peters, est-ce que vous arrivez à actionner votre micro? En bas à gauche. Voilà. Il y a un petit écho. Il y a un petit écho et votre micro a l'air fermé. Non, on vous entend. Mais c'est… Il y a un petit souci. Je pense que vous êtes connecté sur 2 supports en même temps. C'est peut-être ça qui crée l'écho. Oui, c'est ça qui crée le souci. On a déjà été confronté à pareil souci lors d'une autre réunion virtuelle. Effectivement, Eric Peter s'est connecté 2 fois. Monsieur Peters, alors, est-ce que vous pouvez… Est-ce que ça marche? Ah ben voilà. Ah oui, ça marche. Ah, voilà, effectivement, c'était ça. Bon, alors, je suis vraiment désolé d'abord d'avoir été le projet un peu compliqué à présenter, et d'autant plus que moi, je n'ai pas de pain à vous présenter. Mais pour le dire brièvement, je crois que ce qui nous a rassemblés dans ce projet autour du Prince de Ligne, qui est le deuxième projet du Prince de Ligne, c'est une avenue qui produit beaucoup. Je crois que c'est la même préoccupation que celle qui a mobilisé la plupart des merveilleux projets qu'on a pu voir ce soir, c'est-à-dire l'apaisement et la réappropriation des quartiers, le fait de les embellir et le fait de penser à un développement durable. Alors, franchement, l'idée que l'on a en matière de vitesse, elle est assez simple pour l'avenue du Prince de Ligne, c'est de trouver des moyens pour pouvoir se réapproprier cet espace que vous connaissez tous, qui est très rectiligne, très large, où les voitures vont à une vitesse folle. Il y a 22 000 voitures qui passent par l'avenue du Prince de Ligne chaque semaine. Et lors d'un comptage qu'on a effectué il y a quelques temps, il n'y était que 37% des véhicules qui respectaient les vitesses, sachant qu'il y en avait une part non négligeable qui était au-dessus de 60 km/h, voire jusqu'à 90 km/h. Alors, bon, ça cause des problèmes, bien sûr, d'abord aux riverains, mais pas que, en fait, parce que quand on se promène, quand on a des enfants et qu'on va à la place Saint-Job, eh bien, la vitesse des véhicules qui empruntent l'avenue du Prince de Ligne, c'est quelque chose qui peut intéresser tous les Uclois. Je voudrais dire aussi de manière peut-être différente, mais le fait d'avoir cet espace devant soi qui incite à aller vite, c'est aussi une incitation à avoir des amendes. Et au fond, ce qu'on propose au travers de ce projet, c'est de réduire le risque d'amende pour l'ensemble des Uclois. Alors, on avait proposé au départ, justement, pour faire le lien entre cette dimension de sécurité
et de pollution aussi liées à la vitesse, mais aussi d'embellissement. On avait d'abord proposé des chicanes bac à fleurs pour pouvoir fleurir la rue. Et après un dialogue avec les services de la commune et notamment les contraintes qui sont liées au transport public, on a revu le projet par l'installation de coussins berlinois. Alors, on pourrait dire que c'est peu de choses, oui, mais ça pourrait contribuer de manière durable à moins de pollution, à plus de sécurité et moins d'amendes. Donc, plus d'apaisement, moins d'amendes et plus de possibilités pour se réapproprier ce quartier. Voilà. Je ne sais pas si je sais que d'autres membres du groupe sont là, Peter notamment. Si vous voulez compléter, ce sera bien sûr bienvenu. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Si je peux me permettre, bonsoir à tous. J'aurais plutôt une question en fait liée à ça. Parce que j'ai vu les échanges entre M. Peters et la commune. Et quant au changement de bac à fleurs à coussin berlinois, je me demandais tout simplement, parce qu'on parle de 6 coussins berlinois, si on parle des coussins qui seront placés l'un à côté de l'autre, ou bien décalés des deux côtés. Parce que s'ils sont décalés, ça forme en fait une sorte de chicane, comme ça aurait été le cas avec les bacs à fleurs. Sinon, c'est un peu autre chose. S'il y a 3 fois 2 l'un à côté de l'autre, peut-être ils sont un peu trop loin les uns des autres, qui peuvent entraîner des accélérations et des freinages des voitures qui peut-être n'est pas forcément bénéfique. Mais bon. Donc, c'est plutôt une question de ma part. Thibaut Wengert. Merci, Perrine Ledan. Donc, tout d'abord, vous indiquez ou vous confirmez que l'avenue Prince de Ligne passera à 30 km/h. Je sais que ça n'est pas la panacée, hein, mais on constate tout de même que dans les voiries à 30 km/h, la vitesse moyenne des véhicules est moindre que dans les voiries à 50 km/h. Je ne dis pas que tout le monde respecte la limitation de vitesse, mais la vitesse moyenne est moindre et donc ça participe de l'apaisement de l'espace public. Ça, c'est une première chose. Et globalement, d'ailleurs, toutes les voiries qui déboucheront sur la place Saint-Job à partir du 1er janvier seront des voiries à 30 km/h. Alors, par rapport au dispositif, effectivement, d'un point de vue technique, compte tenu de l'axe qui est l'avenue Prince de Ligne, du passage d'une ligne de bus, même si c'est une ligne de bus tech et que le passage de ce bus n'est pas particulièrement fréquent, mais il y a aussi quand même quelques véhicules du charroi un petit peu plus lourds qui vont emprunter l'avenue Prince de Ligne. Le service est d'avis que techniquement, le placement de chicane n'est pas la solution optimale. Et donc, le service conseille plutôt le placement de coussins berlinois. Comme je pense avoir pu l'indiquer, vous pouvez partir sur des coussins en plastique en test durant quelques mois. Hein, si ça ne s'avère pas concluant, on peut à ce moment-là les retirer. Donc, c'est parfaitement possible. Par contre, à ma connaissance, ils doivent être placés l'un à côté de l'autre pour éviter justement que il y ait cette tentation dans le chef de l'automobiliste d'éviter les coussins berlinois et vous pourriez alors vous retrouver avec des situations extrêmement dangereuses avec des collisions frontales. Donc, je peux poser la question au service, mais à mon avis, le service va m'indiquer ou la police indiquera que c'est plus dangereux qu'autre chose de les décaler. Donc, il est préférable de les placer deux par deux. Voilà pour quelques précisions. Merci beaucoup, Thibaut. Vous n'avez pas d'autres questions par rapport au projet? Il n'y a pas non plus de questions par rapport au projet et aux précédents qui me sont transmises par Sarah. Que des réactions très enthousiastes sur le budget participatif et sur les projets présentés. Merci Sarah. Ça, c'est une excellente nouvelle, comme déjà souligné tout à l'heure. Donc, je vais peut-être aussi donner la parole pour finir à mes collègues s'ils le souhaitent, mais en tout cas, vous remercie évidemment tous et toutes pour vos présentations. Ça a été dit, ce sont des projets enthousiasmants et je pense que c'est très, très important de vous entendre les présenter et les défendre. Ce qui est vraiment frappant, c'est que ce sont des projets voilà, qui sont portés
par plusieurs citoyens. Et en fait, c'est un peu la spécificité de cette première édition, c'est qu'on a souhaité justement qu'il y ait des associations qui se créent autour de projets. On le sent vraiment là dans vos présentations. Voilà, donc des très beaux projets. Vous dire donc que, et pour tous ceux qui nous écoutent, le vote est ouvert jusqu'au 29 novembre, qu'il est possible de voter en ligne directement sur la plateforme, mais pour ça, il faut avoir un boîtier ou être déjà enregistré donc, sur la plateforme ici ou avoir une clé numérique, mais que sinon, vous pouvez également télécharger sur la plateforme MyOpinion un formulaire qui se trouve dans l'onglet documents, dans la présentation, et vous pouvez envoyer, après l'avoir complété, ce formulaire par email à Sarah, donc à participation-citoyenne@uccle.brussels. Vous dire qu'il y a déjà, donc depuis l'ouverture du vote, tout début novembre, un certain nombre de votes qui se sont déjà exprimés, mais que Sarah en a reçu énormément également par email. Voilà, donc les chiffres qui sont indiqués pour l'instant ne sont pas encore évidemment même les chiffres mis à jour à la date d'aujourd'hui. Donc voilà. Vous dire aussi que quelle que soit l'issue du vote, merci évidemment à tous pour vos propositions, mais vous dire que ça n'a pas été fait pour rien, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu de vote, je pense que nous tous à la commune, les services autant que le collège, nous allons prendre bonne note des propositions qui ont été faites et qui sont très révélatrices des envies, des attentes des citoyens, et que donc nous n'allons pas juste les mettre dans des cartons. Je pense que chacun et chacune aura à cœur de regarder avec attention les projets qui peut-être pourront trouver des pistes de réalisation différentes et qui évidemment, bien sûr, pourront être, lorsqu'il s'agit de projets ambitieux et qui nécessitent beaucoup de temps, être représentés dans une prochaine édition, puisque le principe du budget participatif, et c'est très important, c'est qu'il soit renouvelé. Donc, il y aura une seconde édition qui sera lancée dans le courant 2021 avec peut-être voilà, un montant un peu plus important. Ça n'a pas encore été discuté. Donc, voilà. Donc, vraiment, chacune de vos intentions est importante et elle va certainement se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, peut-être que je ne sais pas si le bourgmestre est toujours parmi nous. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, je vous en prie. Est-ce que ce serait envisageable de pouvoir voter par téléphone? Parce que nous, sur notre quartier, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas de grandes connaissances en informatique, et donc le système de vote actuel est un frein. On est en train de donc, vous dire aussi qu'on va évaluer ce dispositif, mais on travaille, comme d'autres communes, par le biais d'une plateforme qui est mise à disposition, donc MyOpinion par la région. Et en fait, on ne peut pas intervenir, donc on n'a pas le choix. On est obligé de choisir effectivement le vote où il faut s'identifier, ce qui est contraignant. Ça, c'est indéniable. On a choisi le formulaire papier. Normalement, ce qui était prévu, c'était de se déplacer avec des urnes à disposition pour pouvoir déposer les formulaires voilà, en main propre. Ce n'est pas possible à cause du Covid. Moi, ce que je propose par rapport au public dont vous parlez, c'est qu'on en rediscute avec Sarah Twig. Voilà, par la suite. C'est très compliqué de gérer les appels parce qu'il faut s'assurer quand même. Voilà, il faut récupérer les identités. C'est déjà un travail assez lourd pour Sarah de récupérer les formulaires et de tout encoder de manière très scrupuleuse, puisque c'est 2 votes pour une seule personne qui doit être âgée de 16 ans. Et donc, les appels téléphoniques, ça complique un petit peu la tâche. Surtout que je ne l'ai pas souligné, mais Sarah effectivement fait un travail formidable et elle est toute seule.
Donc voilà, mais je propose qu'on échange et on va essayer de trouver le meilleur moyen pour permettre au quartier de voter pour ce projet, parce que c'est très important, évidemment, que tout le monde puisse s'exprimer. Donc voilà, on peut échanger dès demain par rapport à ça. Ça va, je vous contacte alors. Voilà, avec plaisir. Et donc, je pense que le bourgmestre a dû s'éclipser après cette longue journée de réunion. Mais peut-être que mes collègues ont envie de dire un mot. Donc, J'allais faire une bête note d'humour en proposant le vote par correspondance. Et ça risque de créer quelques difficultés. Non, j'ai rien à ajouter. Merci à toutes et tous pour ces beaux projets, je le répète, très enthousiasmants. Merci Thibaut et Maëlle. Pas plus que Thibaut, comme on l'a écrit dans le chat, féliciter tout le monde pour l'implication et d'avoir proposé tous ces beaux projets. Et à titre personnel, je ne m'attendais pas à voir autant de projets qui touchaient aux espaces verts, à la transition. Ça donne beaucoup d'enthousiasme pour travailler encore par la suite, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire en une fois parce qu'on a des budgets et des équipes limitées. Mais voilà, très, très contente. Merci Maëlle. Et peut-être que Sarah a envie de dire quelque chose. Oui, pour le petit mot de la fin, juste préciser que le formulaire de vote est également disponible sur le site de la commune dans l'onglet budget participatif et que voilà, si vous avez un souci avec les procédures, n'hésitez pas à envoyer un mail à participationcitoyenne@ucle.brussels et on essaiera de trouver une solution pour recevoir les votes pour le projet que vous souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à poursuivre, je suis sûre que vous l'avez entamé la campagne pour vos projets autour de vous, pour réunir un maximum de votes. Merci encore pour votre belle implication. Et donc, voilà, on a hâte de voir le résultat. Et évidemment, nous resterons en contact avec tous les porteurs de projets. Et une dernière chose que je voulais préciser, c'est que, bien entendu, pour les projets retenus, et donc c'est important de l'indiquer, ce qui sera mis en œuvre par les services le sera bien sûr en collaboration et en concertation avec les porteurs de projets. Voilà, une fois que les décisions seront prises. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci aux citoyens qui étaient présents et qui ont montré leur enthousiasme. Et puis, à très bientôt pour la suite du budget participatif. Bonne fin de soirée à tous.